Bonsoir à tous. Alors, je vais tâcher d'être bref dans mon introduction pour laisser la parole à nos intervenants qui ont, j'en suis sûr, plein de choses à nous dire sur le sujet. 42,6%, c'est le taux de participation qu'ont connu les élections européennes en 2014. Alors qu'au cours des 5 dernières années, les idées nationalistes et eurosceptiques ont cessé de se diffuser au sein du continent européen, les élections de 2019 ne semblent guère annoncer un taux de participation plus élevé. En observant le taux de participation des élections européennes au fil du temps, on constate une démobilisation continue des citoyens lors de ce scrutin. Depuis 1979, date donc, je le rappelle, des premières élections européennes, on constate en effet une baisse, cette forte baisse de la participation. Elle doit être relativisée dans la mesure où elle s'explique en partie par les différents élargissements dont l'Union européenne a fait l'objet ces dernières années. Nous avons intégré, après la chute du bloc de l'Est, des pays anciennement communistes et au sein desquels les pratiques démocratiques peinent encore aujourd'hui à s'enraciner. Les taux de participation en Slovaquie ainsi qu'en République tchèque lors des élections européennes de 2014 illustrent bien ce phénomène, ceci étant de 13% en Slovaquie et de seulement 18% en République tchèque. Ce serait toutefois une erreur que de surestimer l'importance de ce facteur dans la montée globale de l'abstention au sein de l'Union européenne. Ce serait même euphémiser la situation, la gravité de la situation. En réalité, si on s'intéresse uniquement à l'évolution des taux de participation au sein des différents pays fondateurs, on constate là aussi une très forte baisse de la participation. C'est donc en raison de ce contexte plus que préoccupant pour l'avenir de l'Union européenne que nous avons choisi, nous, étudiants du Master Europe de Sciences Po Strasbourg, de travailler sur ce sujet capital qui est la participation aux élections européennes. Notre travail, donc, comme l'a dit mon camarade Johan, consistait à produire un rapport pour le bureau de liaison du Parlement européen, pour M. Martinez-Guilaine, ici présent, dans le but donc de lui fournir des recommandations quant à la stratégie à adopter pour susciter la mobilisation chez les électeurs. Alors, s'il est bien sûr illusoire de penser que le recours à des techniques de communication se basant sur une connaissance de la sociologie électorale et du fonctionnement des institutions pourrait à lui seul faire disparaître le problème qui est aujourd'hui celui de l'abstention, de la faible participation, nous sommes toutefois convaincus que de bonnes techniques de communication bien utilisées peuvent contribuer à atténuer fortement le phénomène de l'abstention. Du travail que nous avons réalisé donc, et que nous avons remis au Parlement européen, nous en avons tiré les conclusions suivantes. Nous considérons tout d'abord que la tranche de population ciblée par le Parlement européen dans sa campagne de communication n'est pas assez large. Elle vise surtout les soft abstainers, les personnes donc, je le rappelle, déjà sensibles au projet européen et donc a priori plutôt faciles à mobiliser. Mais cette stratégie de communication, on considère qu'elle ne tente pas suffisamment de mobiliser ce qu'on appelle les hard abstainers, des personnes donc, vous l'aurez compris, moins au fait des sujets européens et donc plus difficiles à mobiliser. Nous considérons que, d'autre part, que le Parlement peut améliorer l'impact de l'utilisation qu'il fait des réseaux sociaux dans sa communication, et cela en favorisant notamment la publication de contenus sponsorisés sur des profils ne suivant que très peu les comptes institutionnels. Recourir donc à des techniques de micro-targeting pour toucher les populations qui ne s'intéressent pas aujourd'hui à l'Europe. Concernant maintenant le contenu des messages en lui-même, aussi bien sur les réseaux sociaux bien sûr qu'à travers les campagnes d'affichage, nous pensons que plutôt que de transmettre des informations objectives sur le fonctionnement des institutions, il vaudrait mieux transmettre un message plus personnel, un message plus individualisé, qui permettrait aux citoyens de se prendre plus conscience de l'impact qu'ont concrètement les actions de l'Union européenne dans sa vie quotidienne. Et pour qu'ils puissent donc comprendre les bénéfices qu'ils retirent de ces politiques européennes. Enfin, nous considérons que la logique du compromis qui règne au sein du Parlement européen, mais également entre le Parlement européen et les autres institutions de l'Union européenne, n'est pas mobilisatrice. Celle-ci ne permet pas en effet aux citoyens de voir quels sont les clivages qui existent entre les différents députés débattant au sein du Parlement. Nous pensons donc qu'à travers la mise en place d'une communication efficace, notamment sur les réseaux sociaux, les oppositions politiques qui traversent le Parlement européen pourraient être davantage mises en évidence pour ainsi mieux attirer l'attention des citoyens et mieux les mobiliser lors des élections. Telles sont donc, dans les grandes lignes, nos recommandations que nous avons formulées au Parlement européen et qui, nous l'espérons, seront prises en compte pour les campagnes européennes à venir. Merci Alexandre. Nous allons donc maintenant commencer cette première... Donc, comme je le disais, on va commencer cette première partie de conférence débat par une série de questions-réponses avec nos invités.
Je vous demanderai, monsieur, s'il vous plaît, d'être synthétique dans vos réponses pour qu'on ait le temps ensuite d'avoir un échange avec le public. Merci. Donc, cette première question vous est adressée, monsieur Juel. Les raisons pour lesquelles les gens ne votent pas aujourd'hui sont nombreuses, comme le manque de connaissances à l'égard de l'Union, le manque d'intérêt pour la politique dans certains milieux, ou encore la disparition des idéologies, et j'en passe. Quelle est, selon vous, parmi tous ces facteurs, la cause qui, aujourd'hui, en 2019, expliquerait le mieux le phénomène de l'abstention aux élections européennes? Quelle serait, selon vous, aujourd'hui, l'explication la plus pertinente à ce phénomène? Merci. Oui, l'erreur, c'est peut-être de croire que l'acte de vote ou de non-vote, c'est en fait un acte de soutien ou une absence de soutien au régime, aux institutions qui sont désignées par ce vote. Peut-être qu'il vaudrait mieux concevoir l'état normal du citoyen, de l'électeur, comme étant un état d'abstention. Et ensuite, on peut, à travers un travail spécifique, le sortir de cet état d'abstention. Et donc ça amène à voir évidemment les choses différentes, non pas à s'interroger sur comment convaincre l'électeur de l'importance, mais quelle énergie insuffler à son apathie pour l'amener à effectuer cet acte de vote. Et si on regarde l'énergie qui est insufflée, par exemple, dans une campagne présidentielle, avec pendant des mois, tous les partis sont donc en état de stress, chacun s'interroge sur quel va être le candidat investi, avec une primaire, sans primaire, on fait les campagnes pour la candidature, on fait une deuxième campagne pour le vote, le canard enchaîné, dégomme la moitié des candidats avant même que les électeurs aient pu voter, et on voit qu'avec évidemment cette énergie sociopolitique qui est réfractée par les conversations ordinaires, entre amis, dans la famille, etc. Et on voit à ce moment-là, effectivement, l'extraordinaire travail nécessaire pour obtenir des niveaux de participation qui sont, somme toute, alors, sans doute en baisse depuis les années 70, mais en France, pour l'élection présidentielle, quand même extrêmement importante. Le raisonnement que je viens de faire pour l'élection présidentielle française, on peut le faire pour les élections princeps dans chacun des grands pays. Alors, donc, la question devient, finalement, qu'est-ce qui manque aux élections européennes? C'est, en réalité, pas mal d'énergie insufflée dans le processus. Et en particulier, en ce moment, on ne sait pas quelles sont les têtes de liste. On ne sait pas, à 2 mois des élections, quel parti présentera des candidats, des listes, ou quelle fusion de partis donnera lieu à des listes convergentes, ou même s'il y aura une liste gilet jaune, 2 listes, est-ce que le Parti socialiste va présenter une liste, quel sera le candidat d'En Marche. Vous voyez que alors que les acteurs politiques sont en ordre de bataille dans les élections principales de leur pays, donc très en amont, peut-être 18 mois à l'avance, ici on voit un état d'impréparation et un manque d'énergie dans toutes les opérations de mobilisation des électeurs. Donc ce qui manque, me semble-t-il, effectivement, c'est finalement le travail politique des partis qui est très insuffisant concernant les élections européennes. Merci. Monsieur Martin. Bonjour. Alors la seconde question s'adresse à vous, monsieur Martinez-Guilhem. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la stratégie mise en œuvre au Parlement européen cette année pour mobiliser les citoyens européens en vue des élections qui se tiendront en mai prochain? Voilà, quelle est la stratégie? Quelles sont les difficultés également que vous avez rencontrées dans la mise en œuvre de cette stratégie? Bon, la stratégie est complètement différente à ce qui est utilisé dans les élections. Cette fois, ce qu'on essaie, que les gens s'approprient de cette campagne pour les élections européennes. Nous avons créé un site internet qui s'appelle This Time I'm Voting, dans lequel on invite les électeurs, les citoyens, à s'inscrire et recevoir des informations par rapport aux élections européennes et l'enjeu des élections européennes. Peut-être la première chose qu'il faut dire en ce qui concerne la campagne, c'est de dire qu'il ne s'agit pas d'élire les députés au Parlement européen seulement. Il ne s'agit pas des élections au Parlement, il s'agit des élections européennes. Il ne faut pas oublier que de ces élections européennes sortira le président de la Commission européenne, qui est l'exécutif européen. Je crois que c'est une des personnes les plus puissantes qu'il y en aura dans le monde, alors il va sortir du résultat de ces élections.
Et je crois que ça c'est très important. C'était un enjeu qui avait eu déjà le Parlement européen aux dernières élections. Ça a marché. C'était M. Juncker qui a été élu de cette façon. Dans notre campagne, c'est ce que nous avons fait, une espèce de, un peu comme dans les campagnes générales actuelles, c'est ce qu'on appelle les air games et les ground games. Les air games, c'est un peu la campagne classique. Il y aura une annonce qui va passer à la télévision, il sera prêt et autour des 24-25 avril. C'est une annonce qui, comme il y avait quelqu'un qui disait tout à l'heure, il ne s'agit pas de dire tout ce qui a bien fait l'Union européenne, qu'ils ont beaucoup de choses, tout ce qu'il a bien fait pendant ces 5 années, mais c'est un message qu'on veut aller dans les cœurs. Il faut montrer aux Européens, on va parler de naissance des enfants en disant quand on met un enfant au monde, c'est parce qu'on a une confiance dans l'avenir. Alors c'est un peu l'objectif qu'on va avoir dans cette campagne que nous allons voir à la télévision et aussi bien sûr dans les réseaux sociaux à partir du mois d'avril. La partie que nous appelons les Grand Games, on invite à des jeunes, je crois que parmi vous, il y a déjà pas mal de gens que je veux participer à ces colloques que nous avons organisés, dans lesquels nous vous disons, nous allons organiser les élections européennes, donnez-nous vos idées. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous pouvez faire pour mobiliser les gens? Nous avons fait des réunions avec des responsables de la société civile dans cette région et mes collègues des autres bureaux extérieurs ont fait la même chose. Et mon collègue d'Allemagne racontait hier qu'ils ont déjà fait plus de 100 rencontres des jeunes qui veulent impulser et prendre des parties, s'approprier de ces élections européennes. Dans ces débats, on invite la plupart des personnes sont des jeunes, parce qu'on va cibler surtout sur les jeunes, parce que vous parliez tout à l'heure des taux d'abstention. Les taux d'abstention ne doublent chez les jeunes que sur le reste des citoyens. Donc, il faut aller vers les jeunes. Et la seule façon de le faire, c'est de dire, appropriez-vous de cette campagne et aidez-nous à faire la publicité. Nous avons fait une des réunions il n'y a pas très longtemps, et une des personnes qui a participé a proposé de tourner un film dans les marchés de Noël. Il a commencé à tourner les films dans les marchés de Noël, et il a dû les finir après les attentats. C'était un film qui a été très symbolique, il a été très très vu, très recherché, comme on dit, dans les réseaux sociaux. Je crois que ça montre un peu la possibilité de s'approprier. Au point de vue institutionnel, on fait aussi d'autres choses. Par exemple, si vous promenez par des endroits stratégiques de la ville, en face du Parlement européen, il y a un arrêt de bus. Alors vous allez découvrir un affiche dans lequel on parle de ce qu'a fait l'Union européenne et on a la possibilité de décharger les codes QR. Et là, vous pouvez avoir des nouvelles sur tout ce que fait l'Union européenne. Ça, c'est en français. Et si vous allez autre côté du rang, en tram, sur l'arrêt des bus, vous allez trouver les mêmes affiches dans lesquelles il y a les codes QR pour avoir des informations un peu plus techniques et un autre pour dire que vous voulez participer aux élections. Pourquoi est-ce qu'on a pris l'arrêt des trams de Ken? Je crois que c'est le symbole. C'est un symbole parfait. Traverser la frontière entre deux pays qui ont fait la guerre pendant des années, c'est un symbole. Traverser en tram une frontière est très important. Et je crois que c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Même si on peut penser que ça c'est un message du passé, etc. Ni la démocratie, ni la paix est quelque chose qui s'est déjà gagné. C'est quelque chose qui est très souvent menacé. Alors je crois que participer aux élections européennes ne veut pas dire uniquement nous allons élire les députés européens, on va dire aussi nous voulons un modèle européen et nous voulons participer au choix de ce modèle européen. Nous avons vu au Parlement européen pendant les derniers mois et arriver à tous les chefs, une bonne partie déjà des chefs d'État et de gouvernement, ils nous ont dit le modèle européen qu'ils conçoivent. Bon, maintenant on a le choix à nous de participer à ces élections. Et bien sûr, pour cela, il faut être représenté par sa voix au Parlement européen et surtout, il faut donner une légitimité au Parlement européen. Et cette légitimité, je crois qu'elle vient d'un taux d'abstention élevé. Excuse-moi, d'un taux d'abstention très bas. Une seconde question pour vous, M. Martinez-Guillen. Nous avons constaté en réalisant notre travail sur les élections européennes que la stratégie de communication ne visait que les soft absteneurs. Autrement dit, je le rappelle, des gens qui sont déjà pro-européens, déjà prédisposés à voter aux élections européennes, mais qui, pour des raisons diverses, ne se rendront pas forcément au bureau de vote le jour du scrutin. Est-ce que la stratégie de communication adoptée, visant donc surtout à mobiliser les personnes déjà convaincues par le projet européen, ne comporte pas un risque, celui de marginaliser encore plus une tranche de la population qui se sent déjà exclue du projet européen et de la laisser ainsi à la merci des idées eurosceptiques qui semblent aujourd'hui convaincre de plus en plus de citoyens? En clair, est-ce que la stratégie de communication choisie ne risque pas de transformer sur le long terme l'abstention en vote eurosceptique? Merci.
Non, je pense tout à fait le contraire. C'est-à-dire, nous ne voulons pas uniquement passer un message à un groupe de personnes. Il s'agit d'informer à tous, mais de convaincre quelques-uns, parce qu'on n'arrive pas à convaincre tout le monde. Vous avez parlé d'un taux d'abstention technique, mais il y a aussi un taux d'abstention politique. Il y a un pourcentage de citoyens qui ne votent jamais, ni sur européenne, ni au national, et presque ni au niveau local. Alors pour cela, pour ainsi dire, on n'a rien à faire. Je ne veux pas dire que c'est une bataille perdue, c'est pour ça qu'on va les informer, à tous on va les informer. Mais après, nous, on va cibler ces pourcentages de jeunes qui sont nés avec 1 euro dans la poche, qui ont pu profiter d'un programme Erasmus, qui sont très contents de profiter de l'itinérance téléphonique quand ils sont en voyage. Et par contre, les jours du vote, ils se disent, bon, finalement, nous, on n'a rien à dire, notre voix ne va pas être tenue compte. Et c'est pour ça qu'on va se concentrer sur cette soft abstainer au fait de s'abstenir. Mais on va informer à tous. Monsieur Lamassoure, c'est à vous que s'adresse la prochaine question. Le fossé entre les élites européennes et les citoyens n'a cessé de se creuser au fil des années, phénomène qui bien évidemment contribue donc à la montée de l'abstention. Alors certes, on constate depuis le début de l'année 2000 qu'il y a une certaine volonté au sein des institutions européennes de promouvoir une démocratie participative, donc qui permettrait de mieux tenir compte de la vie des citoyens. Mais on constate aujourd'hui que cette innovation, elle fonctionne mal et qu'elle n'est pas nécessaire, qu'elle n'est pas suffisante pour enrayer l'abstention. Dans ces conditions, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, Monsieur Lamassoure, pour réduire la fracture qui existe entre citoyens et élites européennes? Bien, merci de votre invitation. Je salue notre collègue Martin qui nous a rejoints. Les semaines de session à Strasbourg sont les plus commodes pour nous pour avoir des contacts de ce type, mais en même temps, elles sont un petit peu compliquées parce que nous avons un emploi du temps assez chargé et donc notre collègue est arrivé un peu en retard et je serai obligé de partir à 21h pour aller à la plénière. Merci aux organisateurs, l'Assemblée parlementaire européenne, Sciences Po et autres organisations de cet échange. Alors, moi, j'achève mon 5e et dernier mandat au Parlement européen. Je vais vous dire des choses qui décoiffent. Je les ai dit de nombreuses fois à la presse, qui ne s'y est jamais intéressé. Premièrement, ça n'est pas aux institutions européennes d'avoir une politique de communication pour que les électeurs aillent voter aux élections européennes. Alors je félicite au passage le Parlement, notamment pour l'initiative de ce site extrêmement accessible, ce que l'Europe fait pour vous, extrêmement vivant, extrêmement simple, et qui s'adresse à toutes les personnes. Alors j'ai pas compris, c'est un peu subtil, la différence entre les hard abstainers et les soft abstainers, tout ça. En tout cas, je peux vous dire que j'ai feuilleté ce site, et donc sur des sujets aussi différents que ce que l'Europe fait pour les amateurs de sport aquatique, pour les télétravailleurs, pour les apiculteurs, pour les personnes qui achètent en ligne, pour les citoyens de l'Union européenne qui travaillent dans un pays autre que leur pays d'origine. Et même, il y a une fiche absolument remarquable sur la facilité de vivre des poules pondeuses dans les cages. Ça peut être compris par n'importe qui, et pas simplement par les étudiants de Master 2 de Sciences Po Strasbourg. Cette information est donnée par le Parlement européen. Mais il ne viendrait à l'idée de personne, au moment d'élections législatives en France, de dire c'est à l'Assemblée nationale de faire de la publicité sur ce qu'elle fait pour que les Français aillent voter pour leurs députés. Évidemment non. La communication institutionnelle, ça ne sert pas à faire voter les gens. C'est aux partis politiques, c'est aux candidats à donner envie aux gens de voter pour eux. Et quand on va voter à des élections législatives, on ne va pas voter pour ou contre la France. On va voter pour tel candidat correspondant à telle ou telle orientation de la politique française, éventuellement modification des institutions françaises. Mais il ne s'agit pas de voter pour ou contre la République française. Quand on va voter aux élections européennes, il ne s'agit pas a priori de voter
pour ou contre l'Europe, c'est pas parce qu'on va voter, ça a été dit tout à l'heure aux élections européennes qu'on se sent pro-européen. D'ailleurs, la preuve, en 2014, le parti français qui a gagné en termes relatifs les élections européennes était le parti le plus eurosceptique. Donc, premièrement, ne pas attendre des miracles de la politique de communication. Deuxièmement, quand est-ce que les électeurs vont voter? Dans des périodes qui ne sont pas des périodes dramatiques et où le fait d'aller voter n'est plus ressenti, malheureusement, mais il en est ainsi, comme un devoir civique. Et on n'emploie plus le mot civique, on dit citoyen. On ne s'est plus ressenti comme un devoir de citoyen ou comme un devoir civique. C'est ressenti comme un acte que l'on fait si on y trouve un intérêt personnel. Personnel qui peut être élargi à l'intérêt de sa famille tout court, de sa famille politique, de son milieu professionnel, de ceci. Et on y va si on a l'impression que le vote sert à quelque chose. Et je trouve admirable qu'il y ait quand même 40% de Français qui sont allés voter aux élections européennes sans savoir quelles seraient les conséquences pratiques de leur vote, en quoi ça changerait quelque chose au niveau européen. La preuve, c'est qu'il y a eu dans l'histoire de la construction européenne 3 moments où l'opinion publique française s'est vraiment intéressée à ce qui se passait. Ça a été les 2 référendums qui ont été organisés, l'un sur le traité de Maastricht, l'union monétaire. Est-ce qu'on abandonne la monnaie nationale, le franc, au profit d'une monnaie européenne, l'euro? Grand débat, participation importante, vote serré, positif. Et puis, le 2e référendum en 2005, est-ce que nous dotons l'Union européenne d'une constitution à travers un traité constitutionnel? Oui ou non? Grand débat, forte participation, résultat, hélas négatif, mais c'est la démocratie. Et la 3e occasion où les Français se sont intéressés, alors il n'y a pas eu de vote à proprement parler, mais il y a eu là une communication institutionnelle qui était nécessaire, qui a été remarquablement faite, et je dis d'autant plus volontiers que je n'y ai joué aucun rôle, c'est au moment du passage à l'euro. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de ce qu'avait été le passage de l'ancien franc au nouveau franc au 1er janvier 1959. 30 ans après, nous comptions toujours en ancien franc. Le passage à l'euro a été formidablement réussi. 3 semaines après le passage à l'euro, 80% des Français comptaient déjà en euros et plus en francs. Et là, il y avait eu un intérêt massif de la population, parce que chacun se sentait concerné. Mais quand il s'agit d'aller participer à des élections européennes, alors là, nous tombons sur une triple lacune ou une triple complicité. Complicité du silence sur ce qu'est l'Europe et sur la manière dont elle marche. Complicité d'abord de notre système d'enseignement. Ce n'est que depuis peu, et de manière insuffisante, que nos élèves, nos collèges, nos lycéens apprennent dans leur cours d'histoire, je n'ose pas parler d'instruction civique, j'ai l'impression que ça n'existe plus, curieusement, apprennent dans leur cours d'histoire ce qu'a été la construction européenne. Une bonne moitié des pays de l'Union refusent même d'enseigner l'histoire de la construction européenne en considérant que le problème européen, la problématique européenne, c'est un sujet qui divise le pays, c'est un sujet de débat politique, c'est de la politique, c'est pas de l'histoire. Sauf que la construction européenne a commencé il y a maintenant près de 70 ans, et que la moitié des personnes ici présentes, ou les 2 tiers ou les 3 quarts, n'étaient pas nées il y a 70 ans, c'était évidemment l'histoire. 70 ans avant, auparavant, quand j'étais lycéen, dans mon sud-ouest natal, ça remontait à la fin du XIXe siècle. C'était évidemment déjà de l'histoire. Mais nous n'apprenons pas, nos enfants ne savent pas ce qu'est la construction européenne. Ils ne savent pas que Jean Monnet a été un personnage
au moins aussi important, voire davantage à l'échelle de l'Europe que le général de Gaulle. Et ils ne savent pas ou moins suffisamment ce qu'a été le traité de Rome, et ils n'ont aucune idée de la manière dont fonctionnent aujourd'hui les institutions. Deuxième complice, les médias. Les médias ont décidé, une fois pour toutes, alors rien n'est éternel, heureusement dans la vie politique, ça changera, mais enfin ont décidé durablement que l'Europe s'ennuyait. Ça les ennuie parce que connaître les problèmes européens exige un minimum de travail. Et donc la paresse naturelle fait que les médias ne parlent jamais d'Europe, ou s'ils en parlent, c'est lorsqu'il y a la possibilité de mettre en avant un scandale, réel ou imaginaire, ou d'en faire le bouc émissaire de tous nos malheurs. Je donne 2 exemples simplement. Le principal organe d'information dans lequel nos concitoyens prennent connaissance de la politique, c'est le TF1 20h. TF1 n'a pas de correspondant permanent à Bruxelles ou à Strasbourg. TF1 a des correspondants permanents dans 80 capitales du monde, mais sûrement pas à Bruxelles. Sûrement pas à Strasbourg. Conséquence pratique, jamais il n'y a d'image aux 20h de TF1 de ce qui se passe au Parlement européen ou de ce qui se passe à la Commission européenne. Sauf quand le président de la République française va à Bruxelles. Quand Sa Majesté, le président de la République française, en disant cela, je ne parle pas d'actuel, je parle de tous ses prédécesseurs, d'actuel aussi, mais traités comme tels par les médias nationaux, est accompagné à Bruxelles par une équipe de TF1 qui naturellement ne connaît rien aux affaires européennes, mais qui est une équipe de spécialistes de politique intérieure. Et qui, au sortir du Conseil européen qui a lieu à huis clos, on ne sait pas ce qui se raconte, le président de la République fera son explication à TF1 en expliquant que, en général, grâce à lui, tout s'est admirablement passé. Par souci d'équilibre, on donne la parole à l'opposition, aux oppositions qui naturellement expliquent que la France a été en échec à Bruxelles. Et les commentateurs dans toutes les chaînes d'information 24 heures sur 24 le soir font tous leurs commentaires sous l'angle de politique intérieure. Est-ce que, finalement, de ce qui s'est passé à Bruxelles, le président français sort renforcé ou affaibli pour l'élection suivante? Et alors, deuxième exemple, nous avons heureusement en France Télévisions, une télévision publique, financée par le contribuable, qui a des missions de service public, et notamment d'informer les citoyens, en particulier dans les périodes électorales. En 2014, pour la première fois, vous y faisiez allusion, les électeurs ont été amenés à élire non seulement les députés européens, mais à travers les députés européens, le président ou la présidente de la Commission européenne. Chaque famille politique ayant annoncé à l'avance quel était son candidat dans l'hypothèse où elle gagnait l'élection européenne. Nous nous sommes unis, des familles politiques concurrentes, les socialistes, auxquels appartient notre collègue Martin. Enfin, à l'époque, ça s'appelait socialiste. Et enfin, tu me diras, le Parti populaire européen, la branche française s'appelait à l'époque l'UMP, c'est moi qui ai signé au nom de l'UMP, du Parti populaire européen, la famille des libéraux-démocrates, les centristes du Modem en France, et les Verts, qui étaient menés par notre collègue moustache désormais célèbre, de José Bové. Et donc, nous avons, alors que nous sommes des concurrents politiques, mais nous avions le même intérêt à ce qu'il y ait une participation maximale, et à ce que nos débats aient un maximum de diffusion. Nous avons écrit une lettre au président de France Télévisions, en lui disant, voilà, pour la première fois, les citoyens français, comme tous les citoyens européens, vont être amenés à voter pour désigner leurs députés, et aussi monsieur ou madame Europe. Il se trouve que chacune de nos familles politiques a choisi, c'est une coïncidence extraordinaire, et ça facilitera la diffusion télévisuelle,
un candidat qui est francophone. Donc, le PPE avait le luxembourgeois Juncker, les socialistes avaient Martin Schulz, un Allemand, mais qui passe toutes ses vacances en Bretagne à Bénodet et qui parle français aussi bien que vous et moi. Les centristes avaient le Belge Verhofstadt et les Verts avaient les moustaches de José Bové. Donc tout ça francophone. Et donc nous avons demandé tous ensemble que pendant la campagne électorale, ces leaders européens de nos familles politiques, sachant que le prochain président de la Commission serait l'un des 4, soit invités à un débat à une heure de grande écoute sur la 2 ou la 3. La réponse qui nous est venue quelques jours après, du président de France Télévisions, écrite, était j'ai pris connaissance de votre demande avec beaucoup d'intérêt, j'ai soumis la question au comité de rédaction de France Télévisions, qui majoritairement s'y est opposé, parce que l'Europe, ça n'intéresse personne. Le service public de télévision. Il y a des élections départementales, ah ben il y a des débats sur la 2 et la 3. Il y a des élections européennes, oh ben non, l'Europe, ça n'intéresse personne. Troisième complice, excusez-moi, je suis un petit peu long, mais je serai plus bref après, et je dis des choses qui sont peu dites dans le débat public. Troisième complicité, les dirigeants nationaux, qu'ils soient dans la majorité ou dans l'opposition, qui en réalité sont jaloux de l'Europe, et qui, même lorsqu'ils expriment des plaidoyers européens vigoureux et sincères, même lorsqu'ils ont une action européenne parfois visionnaire et efficace, tiennent par-dessus tout à avoir le monopole de la parole sur l'Europe en France, ou d'ailleurs en Allemagne, ou dans d'autres pays. Et on choisit, par exemple, pour désigner les députés européens, un mode d'élection qui, pour moi, je pèse mes mots, est un détournement de démocratie. Les Français élisent, jusqu'à présent, 577 députés nationaux, qui sont élus dans 577 circonscriptions. En Sciences Po, on appelle ça uninominal, c'est-à-dire chaque circonscription élit une personne, une femme ou un homme, et donc chacune et chacun de nous connaît son ou sa député national. Et quand nous sommes satisfaits du député national, on lui dit, pas très souvent d'ailleurs, j'étais député national, je sais ce que c'est la servitude de l'élu. Quand on est très mécontent, on lui dit aussi, c'est assez fréquent, ça prend parfois en ce moment des formes assez préoccupantes, mais en tout cas, ils sont clairement identifiés. Et en sortant, ben, il a un bilan à rendre aux électeurs qui l'ont élu. Et donc, il a une permanence électorale dans sa circonscription, il y revient tous les jeudis soirs jusqu'au lundi, et il tient évidemment la porte ouverte à tous ses électeurs, il participe à toutes les réunions locales, au bal des pompiers, aux associations d'anciens combattants, etc. Pour élire les 74 ou la prochaine fois 79 députés européens français, les autorités françaises actuelles ont choisi de revenir à un système qu'on avait mis en place il y a 30 ou 40 ans, consistant à ce que la France soit considérée comme une seule circonscription, invitant donc les partis politiques qui présentent des candidats à présenter des listes de 79 noms, avec une seule contrainte, shabadabada, une femme, un homme, une femme, un homme, un homme, une femme, un homme, et dans lequel l'ordre des candidats est fait par le parti sans que l'électeur ait la possibilité d'y changer quoi que ce soit. Rayer un nom, rajouter un nom, intervertir un ordre. Ce qui veut dire que dans un système comme ça, en réalité, pour les listes des grands partis, on sait que les 10, les 15 ou les 20 premiers sur 79 sont sûrs d'être élus. Que ces gens soient connus ou non, qu'ils aient des références européennes ou non,
qu'ils aient l'intention de travailler au Parlement européen ou non, ils ont été choisis par le chef de parti, et ils sont plus nommés par le chef de parti, comme une espèce de fonctionnaire de parti, que élus par les citoyens. Et le vote des citoyens consiste simplement à vérifier si les sondages qui laissent entendre que telle formation aura 15 élus ou 20 élus sont vrais ou doivent être corrigés. Je suis très hostile à ce système. Et je considère que si l'on veut, et je vais achever par là, que les Français viennent voter aux élections européennes, il faut leur proposer un système dans lequel ce sont eux qui choisissent véritablement les élus. Alors, avec des circonscriptions plus courtes, on pourrait diviser la France en 79 circonscriptions uninominales. Techniquement, ça serait un peu compliqué, mais par contre, ce qu'on pourrait faire, qui serait tout à fait logique, puisque maintenant, nous n'avons plus que 13 régions. Alors, on regrette en Alsace le découpage fait par le président, du président Hollande, mais en gros, nous sommes 13 régions, nous pourrions diviser les 79 députés en 13, ça ferait une moyenne de 4 ou 5 députés par région, inviter les partis politiques à présenter leurs candidats, mais donner aux citoyens la possibilité de recourir à ce qu'on appelle le vote préférentiel, c'est-à-dire de faire lui-même l'ordre, de rayer des noms, et même de panacher si nous nous présentions dans la même circonscription. Et si il y avait des citoyens se disant, ça serait quand même pas mal que notre région, alors on ne soit pas dans la même région, puisque toi tu es Lorrain, bon, moi je suis Aquitain. Mais on pourrait très bien imaginer que nous soyons dans la même, et que tu déménages à Lorraine, tu peux déménager en Lorraine, et que les électeurs se disent, ben, au fond, ça serait pas mal d'avoir notre région soit représentée par un libéral qui, théoriquement, c'est mieux comment faire tourner l'économie et créer des emplois, et par un socialiste, pardon, qui sait mieux comment les défendre. Non. Distribuer équitablement les fruits de la croissance. Voilà. Et puis on rajoute une dame verte, parce qu'il faut penser quand même à sauver la planète. Et puis une autre personnalité, une dame professeure à Sciences Po, de manière à qu'elle est spécialiste du droit communautaire. Si nous faisons ça, on vous ici, demandera de conclure, s'il vous plaît, vraiment. voilà, Laurie Charette, je suis beaucoup trop lent en plus. Je suis au bout de mon mandat et du mandat de mes cordes vocales. Mais si nous étions en mesure, aux prochaines élections, de dire, voilà, c'est vous qui allez choisir vos députés européens. Et vous ne pourrez pas lâcher. Ce qui est le cas dans tous les pays d'Europe du Nord. Et à travers le choix de la liste préférentielle que vous choisirez pour l'élection européenne, c'est monsieur ou madame une telle qui deviendra président de la Commission européenne, vous élirez monsieur ou madame Europe. Alors à ce moment-là, ça changera beaucoup. Parce que tout le monde regardera le débat télévisé, de la même manière que nous regardons tous les débats télévisés des élections américaines. La participation électorale sera considérable. Et une fois que ces personnalités auront été élues, ils feront ou elles feront ce que font les députés nationaux, c'est-à-dire toutes les fins de semaine viendront dans leur circonscription, tiendront des permanences et auront des comptes à rendre, non pas aux chefs de parti auxquels en ce moment ils sont en train de lécher les bottes, mais aux citoyens qui sont les vrais électeurs. Merci. On va maintenant accorder la parole à M. Martin avec cette question. Doit-on faire un lien entre le manque de participation et le faible pouvoir du Parlement européen dans le triangle institutionnel? Faudrait-il accorder, selon vous, plus de pouvoir au Parlement pour susciter la mobilisation? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je suis comme M. Lamassoure. On ne pourra pas être élus ensemble parce que moi aussi, je suis en fin de mandat et je ne brigue pas de nouveaux mandats. Donc, ce sera pour une autre vie peut-être.
Et je n'ai jamais eu de parti en réalité. Je suis un candidat de la société civile, même si j'ai été élu sur une liste socialiste, que je ne regrette absolument pas. Là-dessus, je vais minorer un peu le propos, parce que depuis le traité de Lisbonne, le Parlement européen a quand même du pouvoir, quoi. On voulait rebondir sur ce sens-là après, mais du coup c'est très bien. Voilà, donc, et un exemple, effectivement, là je rejoins les propos qui ont été dits par M. Lamassoure sur le peu de visibilité que nous avons au Parlement européen. Lorsqu'on fait des choses mal, ça se sait tout de suite, avant même qu'on appuie sur le bouton, il y a déjà des pubs qui partent. Mais quand on fait des choses bien, effectivement. Et je vais vous prendre un exemple qui a été, de mon point de vue, je ne suis pas sûr que M. Lamassoure partage mon analyse, mais ça a été au moment où la Commission européenne s'apprêtait à reconnaître le statut d'économie de marché à la Chine. Ça aurait eu des conséquences extrêmement néfastes pour l'économie européenne, et notamment sur l'industrie. C'était à l'époque, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, il y a 3 ans en arrière, lorsqu'on souffrait d'importations massives, notamment sur les matières premières, l'acier, l'aluminium, etc., etc. Et donc le Parlement européen a pris à bras le corps son rôle, a joué pleinement son rôle, et nous avons imposé à la Commission européenne non seulement de ne pas reconnaître ce statut-là à la Chine, parce que la Chine n'est pas une économie libre et non faussée, et d'une, et de deux, nous avons réussi aussi à imposer des droits de douane sur certains aciers qui étaient fortement concurrencés de manière complètement déloyale, et faire en sorte que l'économie se porte mieux, en tout cas mieux qu'avant, et là-dessus, ça a été une belle et grande victoire, je trouve, et on a sauvé plusieurs millions d'emplois industriels. Lorsqu'on sait qu'un emploi industriel engendre 3 autres de manière indirecte, ça vous donne un peu l'idée. Donc moi je suis toujours un peu frustré lorsque j'entends certains dire mais le Parlement n'a pas de pouvoir, n'a pas autant de pouvoir qu'on le souhaiterait. Et là je vais rebondir sur la deuxième question. Effectivement, moi je fais partie de ceux qui, même si je ne suis pas candidat, mais ça ne fait rien, on peut être engagé sans être député européen, vais militer, en tout cas travailler, porter ma voix pour dire qu'il faudrait que le Parlement européen ait aussi l'initiative législative. Parce qu'aujourd'hui, c'est une compétence qui est uniquement dévolue à la Commission européenne. Et là-dessus, effectivement, il y a un peu de frustration. Mais néanmoins, puisque le travail est là, là aussi, vous avez fait un travail extraordinaire. J'ai été voir là-dessus, et bravo, hein, c'est dommage qu'il faudrait que ça passe dans tous les réseaux sociaux, dans toutes les télés, etc., pour qu'on puisse connaître l'Europe et savoir ce qu'on y fait, parce qu'on y fait des fois des choses mal, et des fois on n'a pas besoin de nous pousser pour faire des choses mal, mais on fait aussi des choses bien. Mais en même temps, le pouvoir, plus de pouvoir pour le Parlement européen, mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Le vrai sens de cette question, c'est quelle Europe veut-on? Et je pense qu'il faut remettre la politique avec un P majuscule au centre de nos débats, c'est dire quelle est l'Europe que nous voulons. Et là, effectivement, indirectement, à travers le vote des citoyens, et c'est ce que je n'arrête pas de dire lorsque je fais des débats publics, et j'en ai fait des débats publics, hein, la circonscription, c'est immense. Hein. Nous, si on raisonne encore en ancienne région, c'est l'Alsace, la Lorraine, la Champagne-Ardenne, la Bourgogne, la Franche-Comté. C'est 8 millions d'habitants, j'ai une empreinte carbone détestable, je crois que j'aurais fait 200 000 km, et en plus je roule en diesel, je ne suis pas un bon écolo. Oui, je ne suis pas bon, je sais, mais il faut bien se déplacer en même temps. C'est vrai que je pourrais rouler en essence. Mais ceci étant dit, c'est à chaque fois, malheureusement depuis trop longtemps, c'est même pas un vote d'adhésion, souvent c'est un vote contre. Contre l'idée européenne, contre ceci, contre cela. Et j'ai rarement vu dans les débats des citoyens venir m'embrasser en disant bravo l'Europe. C'est souvent le contraire. Il y a plusieurs constats à cela. Premièrement, je constate, pour les raisons que tu viens d'évoquer, mais pas seulement, la méconnaissance de l'Europe, de son fonctionnement. Mais y compris de la part des élus. C'est même pas une mauvaise foi de leur part, c'est qu'effectivement, ils sont le nez dans leurs dossiers, dans leurs sujets locaux, régionaux, et ils ne s'intéressent pas vraiment à l'Europe parce qu'ils ne sont pas élus pour ça. Néanmoins, il faudrait, parce que je peux vous assurer que dans ma permanence, j'ai beaucoup de questionnements de la part d'associations, d'agriculteurs ou autres qui viennent me poser des questions sur le FEDER, le FSE, etc. Tous des fonds qui sont gérés par les régions. Donc voilà. Et là, j'ai du mal, je ne sais même pas dire, aujourd'hui, au moment où je vous parle, la nouvelle grande région, je ne sais même pas dire qui est le référent Europe au niveau de la région. C'est dramatique quand même. Je ne sais même pas dire qui est le référent Europe. Mais en même temps, lorsqu'on explique ce que fait l'Europe, lorsqu'on explique que le député européen, même s'il n'a pas autant de pouvoir que certains le souhaiteraient, peut faire des choses et on peut faire avancer des choses, et qu'on explique qu'à travers leur bulletin de vote,
Ils ne choisissent pas uniquement un député, mais ils choisissent aussi l'orientation qu'ils veulent donner à l'Europe. Là, tout d'un coup, ça fait mouche. Mais malheureusement, ma frustration est d'autant plus grande, c'est que dans les débats publics, aujourd'hui, on a une belle salle, elle est bien remplie, hein, Strasbourg, ville européenne, etc. Une forte mobilisation, très bien, mais ce n'est pas le cas partout. Moi, j'ai fait des débats où on était 5-6, mais ça fait rien, il faut les faire quand même. Et là, on a besoin aussi d'un réseau de communication. Alors, quel est-il? Est-ce que ce sont les télévisions, les radios, etc. Certainement. Mais là où je suis totalement à 100% d'accord avec M. Lamassoure, ce sont les partis politiques qui ont aussi une grande part de responsabilité. L'Europe, on en parle un mois avant les élections. Et tout d'un coup, on se dit, tiens, merde, il y a des élections, il ne faut pas qu'on passe pour des billes, parce qu'en réalité, les chefs de parti, c'est même pas tant... c'est voir un peu c'est quoi le niveau, le poids politique du parti en France en réalité. Ils mesurent le poids de leur parti à travers une élection, quelle qu'elle soit. Et puis, je trouve aussi, on pourrait copier un autre modèle sur l'agenda politique et l'agenda électif. Je prends l'exemple de la Belgique et je trouve, parce que la Belgique a quand même un taux de participation nettement supérieur au nôtre. Je me dis, je rappelle, vote obligatoire, voilà. non, attendez, mais il y a des gens même en Belgique qui ne vont même pas voter. Ils ne vont même pas voter parce que l'amende, lorsqu'ils la reçoivent, C'est quand même incitatif. Oui, mais c'est quoi? Je crois que ça doit être 10 ou 12 euros d'amende lorsque vous n'allez pas. Donc les blindés peuvent ne pas les voter. C'était du mot. Mais ils organisent en même temps, et je ne vais pas faire le lien avec le référendum que nous propose le président de la République. Là, franchement, c'est de la folie. S'il fait ça, le référendum le même jour que les européennes, c'est de la folie. Parce que là, effectivement, il va donner raison à Mélenchon qui veut faire de les élections européennes un référendum anti-Macron. Là, s'il veut se tirer une balle dans les deux genoux et dans la cervelle, il n'a qu'à faire ça. Mais en même temps, en Belgique, ils font des élections régionales, locales et européennes. Et donc, effectivement, l'intérêt du citoyen belge pour aller voter pour son maire, pour son député régional et pour les élections européennes, je trouve que ça aussi, ce sont des éléments qui favorisent la participation, mais ça ne suffit pas. Moi, je reste centré sur le fait qu'il faut qu'on ait plus de débats et plus de vision de quelle est l'orientation qu'on veut donner à l'Europe, et c'est comme ça qu'on associera les citoyens au projet, à la construction européenne. Là, l'image qu'on renvoie, et je porte ma part de responsabilité, c'est voilà, on va envoyer 79 eurodéputés à Strasbourg, mais ils y font quoi? Franchement, pas grand monde le sait vraiment, et j'ai presque envie de dire qu'une grande majorité s'en fiche un peu hors sujet de discorde, et il y en a quelques-uns. Alors, monsieur Juillet, sans forcément parler des pouvoirs du Parlement européen comme on l'a fait, y aurait-il selon vous des changements à faire sur le plan institutionnel qui pourraient motiver les citoyens, les mobiliser? Je me souviens, lorsque j'étais en première année sur les bancs de l'Amphi 216, vous parliez du caractère irréversible des directives qui suscitaient une certaine frustration chez les populations. Est-ce qu'il y aurait des changements institutionnels à faire selon vous qui pourraient contribuer à une plus grande mobilisation? Alors, peut-être je peux rebondir avant sur les propositions de M. Lamassoure, qui a critiqué le mode de scrutin et qui proposait un mode de scrutin par circonscription. Moi, j'enseigne à mes étudiants qu'un mode de scrutin par circonscription, ça construit deux grands partis qui vont justement se disputer ces circonscriptions au scrutin majoritaire. Et si... c'est uninominal. Ou... Si c'est la proportionnelle. Alors ça dépendrait des circonscriptions, etc. Mais vous parliez de 79 circonscriptions, qu'on pourrait découper la France en 79 circonscriptions. Oui, non, vous avez... je l'ai exclu. Non, mais donc, je voulais juste... donc, effectivement. Mais donc, si c'est un scrutin de type français, hein, soit uninominal, soit à un tour, à deux tours, effectivement, ça crée deux grands partis qui se partagent les sièges. Et dans ce cas-là, l'UMP, au lieu d'avoir 20%, verrait son taux de représentation augmenter jusqu'à, en moyenne, 50% dans le cadre de scrutin de circonscription. Donc, je comprends bien, évidemment, Est-ce que je peux... Vous m'entendez au fond? Oui. Bon, voilà. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. De toute façon, ça n'est pas possible au niveau européen parce que nous avons un texte européen dont d'ailleurs les professeurs ici présents sauront me dire si
s'il est du niveau traité ou du niveau législation au niveau intermédiaire, en vertu duquel c'est le système de la représentation proportionnelle qui doit être employé dans tous les États membres. Donc la représentation proportionnelle, ça veut dire des scrutins de liste, et comprenant des listes de candidats. Alors, évidemment, si vous avez circonscription avec des listes de 80 personnes, ou des circonscriptions avec des listes de 6 ou 7 personnes, c'est pas tout à fait la même chose. Mais dans tous les pays d'Europe du Nord qui ont recours à la proportionnelle, dans des circonscriptions, mettons, d'une dizaine de députés, ça permet d'avoir une demi-douzaine de 7 ou 8 partis politiques. Donc ça n'est pas du tout réducteur. Et ça permet de garantir, et encore une fois, pour moi, j'ai, dans ma longue carrière politique, exercé tous les mandats politiques existants en France, sauf celui de sénateur et de président de la République. Bon. Donc, j'ai été élu par une demi-douzaine de régimes électoraux différents. Je sais quels sont les régimes qui ont fait de moi un élu responsable auprès des citoyens, et quels sont ceux qui ont fait de moi un élu irresponsable. Et donc là-dessus, je suis formel. On reconnaît le grand professionnel au fait qu'on ne peut pas lui arracher le micro. Je me tais. Mais alors sur l'attribution des responsabilités, donc effectivement, est-ce que c'est les médias qui sont responsables? Est-ce que c'est les acteurs politiques qui, donc justement, nationaux, qui ne souhaitent pas que l'Europe ait davantage d'emprise sur leurs propres citoyens ou qu'elle joue un rôle plus important? C'est délicat en fait d'attribuer comme ça des responsabilités, puisque les acteurs politiques ou les journalistes sont eux-mêmes soumis à un ensemble de contraintes. Alors, les acteurs politiques, ils ont un accès sur les décisions européennes, notamment à travers le Conseil. Donc, et notamment les acteurs politiques les plus centraux dans chacun des espaces politiques. Donc, le président de la République, le Premier ministre, les ministres, ils ont accès à la prise de décision dans le cadre européen à travers les négociations dans les comités, au Conseil. Et donc, du coup, effectivement, ils n'ont pas forcément nécessité à investir le pouvoir du Parlement ou des parlementaires ou l'élection européenne. Et les journalistes, ils sont, d'une certaine façon, eux aussi soumis à la contrainte de la parole des acteurs politiques, essentiellement dans leur langue. Et avec, effectivement, un espace politique européen qui n'existe pas, qui n'exerce aucune contrainte. Alors, par exemple, Nicolas Sarkozy avait invité Angela Merkel à participer à des meetings électoraux. Et évidemment, Angela Merkel avait été très prudente dans la participation à des meetings électoraux avec Nicolas Sarkozy en 2012, puisqu'elle ne voulait pas insulter l'avenir par rapport à une éventuelle victoire de François Hollande. Ou récemment, un ministre italien a essayé de rencontrer des représentants d'un mouvement social français. On lui a expliqué que ça ne se faisait pas et que c'était une ingérence. C'est-à-dire qu'il y a des espaces politiques en silo qui exercent des contraintes dans lesquelles effectivement le débat public reste national et ce débat public national est défendu par les autorités de l'État. C'est-à-dire c'est pas le représentant de la République en marche qui est retiré de la succursale de Rome, c'est l'ambassadeur de France qui est rappelé à Paris. C'est-à-dire que c'est les représentants de l'État avec toutes leurs prérogatives qui utilisent ces prérogatives pour maintenir la segmentation des espaces politiques en Europe. Et de ce fait, il ne peut pas y avoir circulation ni de programme, ni de débat sur où les Français, par exemple, interviendraient en Allemagne sur le bien fondé des politiques de désinflation compétitive menées par le gouvernement allemand depuis un certain nombre d'années, qui exerce une pression sur les autres pays. Donc toutes ces thématiques ne peuvent pas être exprimées dans le cadre des élections européennes ou dans le cadre du débat public européen, puisque précisément les États, mais en tant qu'entité institutionnelle, et par leurs représentants, empêchent que ce genre de débat ait lieu. Et donc, du coup, c'est délicat de dire c'est la faute des journalistes, c'est la faute des acteurs politiques, puisque, effectivement, on a affaire ici à des institutions étatiques qui maintiennent depuis longtemps, quand même, leur activité, y compris dans les institutions européennes. C'est-à-dire que le Conseil, c'est une instance
communautaire dans lequel interviennent des acteurs d'État et qui cherchent à maintenir justement cette articulation entre les États maintenus et un partage de la souveraineté dans le cadre d'institutions, mais ce partage de la souveraineté doit rester limité et ne pas, surtout, prendre la forme d'une mise en commun des espaces publics. Donc, vous êtes d'accord pour considérer que les dirigeants politiques nationaux sont coupables? Ils ne sont pas coupables, ils sont pris dans la logique de leurs propres institutions et des positions qu'ils occupent. Si vous me permettez, alors, je vais prendre un exemple. Je partage en partie ce que vous venez de dire, mais je vous cite un exemple. L'été dernier, j'écoute la radio, France Info. Et le sujet qui était sur la table, c'était la réforme de la SNCF, la réforme de transport des voyageurs. La ministre Elisabeth Borne était interviewée par un journaliste et qui finit par lui expliquer, Madame Borne, pourquoi vous obstinez à mener une réforme qui crée le mécontentement. Réponse de la ministre, vous comprenez, je n'ai pas le choix, c'est Bruxelles qui me l'impose. Aucune réaction derrière du journaliste pour dire, Madame la ministre, c'est faux, puisque la France a donné son aval à Bruxelles pour mener cette réforme. Voilà, ça, c'est pas de la responsabilité et du politique et du journaliste qui, lui, ne connaît pas le sujet, ne rebondit pas en disant, Madame la ministre, vous avez tort, ça n'est pas comme ça que ça marche au Conseil. Et je peux vous assurer, j'ai découvert quelque chose au mon mandat, pas que ça, les trilogues, les négociations entre le Conseil, la Commission et le Parlement européen. Je peux vous assurer qu'il faudrait que ce soit filmé, ces négociations. Parce que l'hypocrisie, la bande de faux cul dans le Conseil, je peux vous assurer que c'est à vomir. C'est à vomir. Et la France ne s'exonère pas de cette hypocrisie. Merci beaucoup. Du coup, on va peut-être conclure la série de questions sur cet échange entre vous pour passer maintenant à un échange avec le public. Donc, à vos questions. Voilà, merci. Je voudrais vous livrer une réflexion. Moi, j'ai toujours posé, je continuerai à le faire, mais je me demande si nos concitoyens n'ont pas un petit peu plus de bon sens qu'on voudrait le leur donner. Parce que l'Europe d'aujourd'hui, ce n'est plus celle que nous avons connue du temps de sa création. J'ai l'impression que toute la politique européenne, elle est plutôt, j'allais dire, entrelardée de théories économiques de Carl Schmitt avec 2 T, vous savez, le Carl 1933, ou de Friedrich Hayek. On se rend bien compte que la politique, elle n'est pas faite au Parlement, elle est faite dans des lobbies. Vous avez parlé du trilogue, elle est faite par des lobbyistes. La journée d'aujourd'hui, vous avez un débat ce matin sur l'eau. On a bien vu que là, c'est encore des multinationales qui sont à l'œuvre. On a parlé après, on est revenu sur le glyphosate. On a bien vu qu'il y a des grands intérêts industriels de l'Est du Rhin qui sont à défendre. Et quant au reste, quant à la nomination du président de la Commission, quand vous faites le compte du rouleau compresseur que représentent les élus d'Offenbourg jusqu'à Bucarest, le reste de l'Europe n'a rien à décider. C'est que de la figuration. Donc je pense, moi, que nos compatriotes, que nos compatriotes, oui, européens, se rendent bien compte que tout cela, ça les dépasse et que ça ne sert vraiment à rien de se mobiliser. C'est provocateur à dessein. Je réponds tout de suite. J'ai fait 30 ans de politique. Je ne crois pas avoir servi des lobbies pendant 30 ans. Oui, et à tous mes collègues. Je vous donne 2 exemples. La semaine dernière, un lobby extraordinairement puissant, un lobby industriel extraordinairement puissant, franco-allemand, est intervenu, a fait une pression maximum sur la Commission européenne pour faire autoriser la fusion entre Alstom et Siemens. Et la Commission européenne a dit non. C'est le lobby qui décide. Je vous donne un autre exemple. Le Parlement européen a été la première institution politique dans le monde à faire une proposition concrète que nous avons votée à une majorité des 2/3 ou peut-être des 3/4 au sein du Parlement européen, droite et gauche réunies, pour imposer au même régime
fiscale, toutes les entreprises, quelle que soit la taille, quel que soit leur pays, quelle que soit leur spécialité, en Europe, le même régime d'impôt sur les sociétés, en ajoutant un chapitre spécial pour assurer l'imposition des multinationales du numérique, les fameuses GAFA américaines, auxquelles jusque-là personne n'avait osé toucher. C'est le Parlement européen qui a fait ça, contre évidemment les lobbies déchaînés. Donc, ne soyez pas victimes de visions un peu superficielles, ou n'extrapolez pas tel ou tel exemple. Oui, il y a des lobbies. Les lobbies les plus puissants, à mon sens d'ailleurs, au Parlement européen, sont plutôt les lobbies environnementalistes que les lobbies financiers ou que les lobbies industriels. Mais nous arrivons, avec le système européen et tous les inconvénients qu'il peut avoir par ailleurs, à définir un intérêt général européen qui est autre chose que la simple addition des intérêts nationaux. Alors c'est vrai qu'à l'âge de la mondialisation, il y a des acteurs mondiaux non politiques qui sont des acteurs financiers, des acteurs industriels, de grandes ONG, des religions ou des philosophies, et il faut que la politique arbitre entre un certain nombre d'intérêts et d'objectifs différents. Mais surtout, ôtez-vous de l'idée que nous serions purement et simplement au service des lobbies. Donc ce soir, pour le vote sur Singapour, où il est question de arbitrage privé, vous voterez contre. Est-ce que je viens faire un débat sur les tribunaux d'arbitrage. Le nombre de fake news et de mensonges qui ont été publiés depuis 2014 sur les projets de traité, au départ avec les États-Unis d'Amérique, le TTIP, après avec le CETA au Canada. Curieusement, personne ne s'est encore attaqué au traité beaucoup plus important des Canadiens, qui est le traité avec le Japon. Le nombre de ce qu'on n'appelait pas encore les fake news qui ont été diffusés sur ces sujets est tout à fait extravagant. Sur le thème « L'Europe naïve face aux monstres américains ou chinois », je vous donne simplement le chiffre. L'Europe est naïve, elle est ouverte à tous les vents. Simplement, dans les échanges commerciaux, les États-Unis ont un déficit de 475 milliards d'euros, le géant américain protectionniste avec ses droits anti-dumping, etc. Les naïfs européens ont un excédent de 440 milliards de dollars. Et donc, en fait, nous sommes une super puissance commerciale. La zone euro a un excédent commercial supérieur à celui de la Chine. Nous sommes plus forts que les Chinois. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être naïf vis-à-vis des Chinois, et tout à l'heure, Laurent Martin a eu raison de rappeler que c'est à l'initiative du Parlement européen que nous avons convaincu le Conseil et la Commission européenne de refuser à la Chine le statut d'économie de marché. Manifestement, les grandes entreprises chinoises reçoivent des avantages scandaleux, monopole, subvention, pas d'impôt de la part de l'État chinois. Mais ce dont nous, Français, lorsque nous avons tendance à accuser l'Europe de tous les maux, nous devons être conscients, c'est que l'Europe est un excédent commercial formidablement compétitif vis-à-vis du monde. Toute l'Europe, toute la zone euro, sauf la France, qui est en déficit de 60 milliards d'euros. Donc, même ordre de grandeur en dollars. Et donc, n'accusons pas les autres. Moi, j'ai gardé du rugby que je pratiquais quand j'étais jeune, une habitude simple. Quand je perds le match, si je dis c'est la faute de l'arbitre, je suis sûr de perdre le match d'après. Si je perds le match, si je commence à dire c'est ma faute, à ce moment-là, j'ai une chance de gagner le match d'après. Il faudrait que la France se prépare à gagner le match d'après plutôt que de dire c'est la faute de l'Europe, qui sait. Bonsoir.
j'ai toujours voté aux élections européennes. Depuis que le Parlement existe, j'ai toujours voté. Quand j'étais en Allemagne, j'ai voté en Allemagne. Quand j'étais en Pologne, j'ai voté en Pologne. Quand maintenant je suis en France, je vote en France. Cette année, je ne voterai pas. Je ne voterai pas. Pour des raisons que vous avez fort bien présentées, M. Lamassoure, tout à l'heure, et auxquelles j'ajouterai seulement une précision. Mon vote ne pourrait servir qu'à arbitrer entre le 10e et le 11e, ou entre le 15e et le 16e. Et je me refuse de me prêter à une telle imposture. Et alors l'idée c'est de poser des questions, s'il vous plaît. Est-ce qu'il n'y aurait pas une femme qui voudrait poser une question? Je vais la faire sans micro, comme ça. Non mais monsieur, Bon, question brève. Or, ces derniers temps, je n'ai pas bien entendu parler du problème du siège du Parlement à Strasbourg. Est-ce qu'il y a eu des actions? Est-ce que nous, Français, nous avons baissé les bras, c'est fini? Ou est-ce qu'il y a eu des actions concrètes dans les derniers mois pour laisser le siège du Parlement européen à Strasbourg? Je peux répondre parce que je fais partie des députés qui défendent le siège du Parlement à Strasbourg. Ah, il y a eu une multitude de tentatives pendant tout le mandat, mais ce n'est pas nouveau, notamment des Britanniques, mais pas que, pour dire qu'il faut un siège unique, et le siège unique, c'est évidemment à Bruxelles. Mais pour l'instant, ce ne sont que des votes dans des rapports d'initiative, etc. Donc, pour l'instant, rien ne se fait, rien ne se fera. Là où je suis assez d'accord avec vous, c'est que je trouve les gouvernements français successifs ne mettent pas suffisamment de pression et de force pour défendre, de mon point de vue, le siège du Parlement à Strasbourg. Ceci étant dit, la réponse que nous faisons, en tout cas que moi je fais à tous ceux qui disent c'est une ineptie, ça coûte de l'argent, etc., etc., je dis la chose suivante. Vous voulez vraiment faire un rapport ou changer le siège pour en faire un siège unique à Bruxelles? C'est inscrit dans les traités. Si vous voulez, on remet tous les traités à plat et on ne reparlera pas uniquement de la place du siège du Parlement. Est-ce que c'est à Strasbourg ou à Bruxelles? D'ailleurs, pourquoi pas un siège unique à Strasbourg? Pourquoi à Bruxelles? Donc voilà, pour l'instant, ils essayent, ils n'y arrivent pas. Mais il y a eu plusieurs votes, il me semble, de mémoire, il y a dû y avoir 5-6 votes tout au long de ce mandat. Et à chaque fois, on a un noyau qui reste plus ou moins constant, mais qui n'évolue pas, hélas. On est à peu près une centaine de députés à défendre le siège du Parlement à Strasbourg. Peut-être une question pour une femme ou pour une jeune personne. À la tribune, il n'y a pas de femme. Bonsoir. Est-ce que vous pensez que pour remobiliser justement les électeurs, des listes transnationales aux européennes pourraient à cet effet convenir? Moi, personnellement, je suis pour. Je défends l'idée de liste transnationale. Maintenant, la difficulté, il ne faut pas non plus... C'est pas la solution miracle, évidemment. C'est une solution qui me séduit parce qu'effectivement, ça donne une connotation et une vraie visibilité, en tout cas un affichage très européen. Mais franchement, déjà, je ne suis pas sûr que l'ensemble des citoyens français connaissent vraiment leurs députés européens français. Donc si demain, ils devaient voter pour quelqu'un qu'ils ne connaissent absolument pas, ça risque d'être une difficulté. Mais il y a besoin, effectivement, de préparer les consciences, en tout cas l'esprit et les débats, à effectivement à des listes transnationales. Moi, je suis favorable, personnellement. Une autre question? Et vous avez compris que moi, je suis totalement hostile. Donc, débat. Pardon. Oui, merci. Est-ce que vous pensez que pour faciliter la participation à l'élection européenne et lui donner tout son sens, il ne serait pas nécessaire aussi de revoir le préalable implicite qui est la grande coalition au sein des institutions européennes? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une commission qui regroupe certes un président qui est issu du groupe majoritaire, le groupe PPE, mais pour autant, il y a aussi des membres du PSE dans la commission, il y a aussi des libéraux, il y a aussi d'autres personnes, d'autres tendances, même si ça reste dans l'arc démocratique. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable,
au contraire d'indiquer à l'électeur qu'il se pourrait qu'il n'y ait pas tout le monde dans la prochaine commission et que par définition il y ait des orientations politiques plus claires et plus nettement affirmées avec un véritable enjeu plus marquant et plus clivant au moment de l'élection européenne et pas seulement l'idée qu'on va perpétuer le consensus au sein de l'arc démocratique et où le seul élément perturbateur potentiel, c'est la perspective que d'ici quelques scrutins, ceux qui ne sont pas dans cet arc démocratique finissent malheureusement par devenir majoritaires. La Commission, je veux dire, si vous parlez de la grande coalition des commissaires européens, ce n'est pas une grande coalition, ce sont les États qui proposent des commissaires. Avec que le Parlement européen investit tous. Non, mais attendez, non, pour cette mandature, en tout cas, moi je fais partie de ceux, on en a éjecté un qui ne nous convenait pas, mais l'État en question, je crois qu'il me semble que c'était un laiton, il me semble, je ne suis pas sûr, mais c'était un pays... Si. On l'a pas adoubé, si je puis dire, ou un Lituanien, j'ai un doute, mais la Lituanie est revenue avec un autre candidat de la même couleur politique que la Lituanie. S'il y a un socialiste comme commissaire, M. Moscovici, c'est parce qu'à l'époque, le président de la République était François Hollande. Il ne va pas envoyer, enfin, il aurait pu, il ne va pas envoyer un écologiste ou un républicain. Enfin, ça aurait été fou, mais bon. Voilà, mais là où je vous rejoins, c'est les grandes coalitions au Parlement européen. Et c'est là-dessus où les partis, en tout cas les candidats, doivent effectivement donner et dire la couleur tout de suite. Parce que moi, je fais partie de ceux qui s'est battu contre Martin Schulz, qui lui avait déjà négocié la grande coalition du Parlement européen avec Manfred Weber. Là, ça me pose problème. Parce que ça a été décidé dans une alcôve, je ne sais pas avec qui, en tout cas pas avec nous, pas avec moi, et en tout cas encore moins que les citoyens. Mais la Commission, on ne peut pas nous décider, ni vous, de la couleur politique du commissaire, parce que c'est le gouvernement, l'État en question qui envoie 100 candidats. Après, on aurait pu en exclure 1, 2, 3, 4, 5, à un moment donné, il faut bien valider la commission. Sinon, il n'y a pas de commission, on ne fonctionne pas. Une réforme institutionnelle qui irait dans ce sens-là, ce serait que, comme dans tous les régimes parlementaires, les commissaires soient nommés au sein du Parlement, et par un vote des parlementaires. Et donc, du coup, les ambitions, au lieu de se diriger vers l'instance de nomination nationale, se dirigeraient évidemment vers la construction de majorité au sein des parlements. Oui, tout à fait. Et à la limite, c'est une condition que le Parlement européen pourrait annoncer à l'avance aux États. Il serait assez logique que le Parlement demande à chaque État, à chaque gouvernement qui doit donc désigner un commissaire issu de son pays, de donner 3 noms, ou 2 noms, un homme, une femme, à charge pour le Parlement de choisir entre les deux. Pourquoi pas ? C'est ce que nous faisons d'ailleurs pour la nomination de président de l'autorité bancaire européenne ou d'autres agences européennes dans lesquelles il y a plusieurs candidatures et c'est le choix du Parlement qui finit par prévaloir. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre, parce que tout à l'heure ça a été dit aussi, je crois, par l'orateur qui résumait les propositions du groupe de Sciences Po, disant « ouais, mais le compromis, oh là là, comment voulez-vous intéresser les gens en faisant des compromis ?» Mais nom d'un chien, heureusement qu'on fait des compromis. Il faut bien voir que, au niveau européen, nous sommes dans une logique qui ne peut être qu'une logique de coalition, puisque vous évoquiez tout à l'heure, à juste titre, les effets du mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour qui aboutit à 2 partis. Il y a une majorité nette, une opposition nette, et ils s'affrontent, ils se déchirent, ils s'injurient. C'est un spectacle qui est plaisant pour les médias. Bon. Mais nous, élus dans tous les pays, dans des conditions un peu différentes, mais dans tous les pays, sur des listes à la proportionnelle, nous sommes 6, 7, 8 groupes parlementaires différents. Il est impossible qu'un seul groupe parlementaire ait la majorité. Et il se trouve que on n'a jamais eu le cas jusqu'à présent, mais ça sera peut-être le cas la prochaine fois, d'un Parlement européen dans lequel toute la gauche
était majoritaire, si tous les groupes de gauche arrivaient à se mettre d'accord, mais ça va de sociaux-démocrates assez centristes jusqu'à des anciens communistes d'Allemagne de l'Est, c'est un peu compliqué, Mélenchon, tout ça. Où toute la droite était d'accord, mais là la droite est vite bloquée, parce qu'à la droite de la droite, il y a les eurosceptiques qui sont d'accord avec rien, et avec lesquels il est hors de question d'ailleurs que nous discutions. Ça ne bloque pas beaucoup Wauquiez. C'est pour ça que j'ai quitté son parti. Enfin bon. Donc, ce qui fait qu'en réalité, nous avons des accords de coalition, et nous sommes obligés de gouverner comme on gouverne en régime parlementaire, dans la plus grande partie des pays européens, chez nos partenaires. Les Allemands sont en grande coalition, PPE, SPD, pour la 3e fois consécutive. Les Pays-Bas, la Belgique c'est encore plus compliqué avec le problème des Flamands, les pays scandinaves sont des pays qui sont en coalition. Et les Français sont prêts à l'admettre parce que, évidemment, les joutes frontales dans lesquelles il y a une majorité, il y a une opposition, et donc on s'invective, on s'injurie, on se traite de voyous, de menteurs, de corrompus, et après on se retrouve à la buvette pour boire un coup. C'est intéressant pour les médias, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Et quand je disais ce matin, j'ai fait une sorte de petit discours d'adieu au Parlement européen pour le dernier rapport que j'ai fait voter devant le Parlement, et je disais, moi, mon expérience, j'ai été député national, puis député européen, j'ai choisi plutôt le Parlement européen. Je connais assez bien les parlements de presque tous les pays européens et assez bien le Congrès des États-Unis. Le Parlement européen est infiniment plus efficace. Parce que quand j'étais député national, étant de droite, mon réflexe était d'attaquer la gauche. Quand je suis député européen, si je suis rapporteur de droite, mon réflexe est d'aller voir mon concurrent socialiste pour savoir ce qui, dans ce texte, des textes sensibles, par exemple le statut des travailleurs détachés, ce qui est acceptable pour eux. Et c'est ainsi que l'Europe avance. Parce que, compte tenu notamment de notre passé de conflits, de guerres, d'ennemis héréditaires, nous sommes obligés de parler entre nous courtoisement, de ne parler que de l'avenir et jamais du passé, alors que dans la politique nationale, les références historiques sont permanentes. Là, il n'y en est pas question, parce que tout ce qui nous divise est dans le passé. Et nous sommes obligés d'être constructifs et d'écouter les autres, parce que l'Europe ne fonctionnerait pas si pendant 5 ans, elle était dirigée par une majorité nettement à droite ou par une majorité nettement à gauche. Ou si pendant 5 ans, certains pays, même des petits pays européens, se sentaient complètement oubliés par ce qui se passe à Bruxelles entre les grands pays. Et donc, oui, voilà, c'est prosaïque, ça n'est pas un travail enthousiasmant, ça se fait, hélas, dans l'indifférence médiatique, pour des raisons dont certaines peuvent être comprises, d'autres moins, mais c'est comme ça que nous pouvons faire avancer l'Europe. Et puis, pour finir, concernant le vote des commissaires, pour la première fois, les commissaires ont été auditionnés. Et je peux vous assurer qu'ils ont été cuisinés certains pendant plus de 4 heures. De manière à ce que chaque député puisse se faire son propre avis avant de le lire ou pas. J'ai une question ici à votre droite. À l'attention de M. Lamassoure, comment pouvez-vous vous enorgueillir d'avoir empêché la fusion Alstom-Siemens sur la base de règles de la concurrence édictées, enfin, qui se trouvaient dans le traité de Rome, aujourd'hui complètement dépassées, et avec pour résultat, aujourd'hui, le fait que CRC, qui produit 200 trains par an, va concurrencer Siemens, qui en produit 15, et Alstom, qui en produit 15. On n'est plus, l'Europe n'est plus dans le monde dans lequel vous êtes pour avoir pris une pareille décision. C'est ahurissant. Je ne comprends pas ce refus de la fusion Alstom-Siemens. Merci. Cher monsieur, je ne m'enorgueillis de rien, et ça n'est pas nous,
au Parlement européen qui avons pris des Oui, c'est la décisions. Commission, excusez-moi, c'est la Commission, bien oui, sûr. excusez du peu. Non, non, je suis Oui, désolé. c'est pas la même chose. Je suis désolé, bien sûr. Et j'ai cité cet exemple, non pas pour dire que j'étais d'accord avec le fond de la décision prise, mais pour dire que c'est un exemple montrant qu'à tout le moins, les institutions européennes ne cèdent pas systématiquement au lobby. Hein, voilà. Maintenant, nous pourrons reparler aussi, et là, je me permets d'ajouter un commentaire, je suis obligé de partir, parce que malheureusement, je vais parler cette nuit en plénière sur d'autres sujets. Il aurait été intéressant que les médias français, qui ont tous fait de la surenchère pour critiquer cette vision passéiste du XIXe siècle qu'aurait la Commission européenne, n'aient à aucun moment donné la parole à la Commission européenne, à la très remarquable commissaire Verstager, qui est responsable de cette décision, ou au président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, pour donner la parole à la défense. Et elle aurait pu rappeler que toutes les autres décisions qu'a prises la Commission européenne au titre de la concurrence, notamment le fait de faire payer 13 milliards d'euros d'arriérés d'impôts à Google. Ça, c'est pas l'économie du 19e siècle ou la concurrence du 19e siècle. C'est l'économie et la concurrence du 21e siècle. 2 milliards, non, pas à Google, à Apple, pour des arriérés d'impôts en Irlande. 2,5 milliards d'impôts à Google, d'amende. 3 milliards d'amendes pour une entente entre les constructeurs de camions. La France n'était pas intéressée, mais ses pays voisins et concurrents si, qui faussaient dramatiquement la concurrence. La vérité, là aussi, c'est que nous, Français, nous considérons, avec notre regard hexagonal, qu'un certain nombre de décisions qui ne correspondent pas à ce que nous souhaitons ne sont pas adaptées à notre temps. Et je crois que c'est d'abord à la France de faire un effort pour épouser son siècle. Merci, bonne soirée, je vous laisse avec Là-dessus, c'est dommage que M. Lamassoure soit obligé de nous quitter, mais on n'a pas la même vision. Ben, tant mieux, vas-y, tu auras le dernier mot. Non, j'aurais aimé le partager avec toi. Au revoir, monsieur. Merci de votre question. Sur la fusion Siemens-Alstom, effectivement, de mon point de vue, j'étais contre cette fusion. Non. Ça va, au fond? Il marche mieux celui-là. Donc, je disais, sur la fusion Siemens-Alstom, moi, à titre personnel, je ne l'ai pas validé, même si on ne m'a pas demandé mon avis. Non pas parce que j'étais contre l'idée d'essayer de construire des champions européens, mais parce que je trouve encore que la France offrait sur un plateau en argent Alstom à Siemens. C'est en Europe. Attendez. Les choix stratégiques quittaient la France pour aller en Allemagne. Et donc, je ne suis pas sûr qu'au in fine, Alstom s'en sorte bien et que les travailleurs s'en sortent bien. Ceci étant dit, là où je veux vous rejoindre, c'est l'argument de la Commission qui dit qu'il faut maintenir une concurrence parce que sinon, la fusion Siemens-Alstom aurait été quasiment en situation de monopole, ce qui est faux, archi faux. Ça, on peut le dire si on est dans une économie fermée en Europe. Sauf que l'économie européenne est une économie ouverte. Si les clients de Siemens-Alstom estiment qu'ils allaient profiter de ce positionnement dominant et qu'ils allaient augmenter les prix, rien n'interdit à ces clients d'aller acheter chinois, canadiens ou autres. Donc là-dessus, je ne suis absolument pas d'accord. La deuxième raison pour laquelle je ne suis pas d'accord, c'est qu'aujourd'hui, la définition pertinente du marché, enfin la définition du marché pertinent n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la mondialisation. La concurrence n'est plus uniquement et seulement intra-européenne, elle est mondiale. Et je ne comprends pas qu'effectivement, Mme Vestager, enfin la Commission, parce que Mme Vestager ne fait que respecter les traités. Ce n'est pas la position personnelle de Mme Vestager. Hein. Elle ne fait que respecter les traités, mais je trouve que les traités ne sont plus d'actualité parce que à partir de 28% de part de marché en Europe, vous êtes considéré comme étant en situation de position dominante, donc la Commission
vous interdit la fusion, et en même temps, elle ferme les yeux sur effectivement ce concurrent chinois qui, lui, a plus de 50% de part de marché mondial et qui peut répondre à des appels d'offres en Europe. C'est là-dessus qu'il faut qu'on muscle notre politique de commerce extérieur. Effectivement, je suis d'accord avec vous, monsieur. Peut-être encore une ou deux questions. Oui, permettez-moi de revenir, je vous cache votre objectif, de revenir à la question qu'a posée M. Martin tout à l'heure, à savoir quelle Europe voulons-nous. On constate de la part d'hommes politiques d'horizons très divers la nécessité, l'expression de la nécessité de conserver l'Europe, d'éviter un éclatement. On dit oui, il faut la transformer pour qu'elle puisse être plus opérationnelle, etc. Mais pratiquement personne, ou très peu de gens, disent quelle Europe ils veulent. Alors, je vous renvoie un peu à la question, M. Martin. Quelle Europe voulez-vous? J'avais posé la question lors des débats des dernières européennes à Strasbourg. Madame Trautmann était la seule avec l'écologiste et Christian Danglot à se prononcer pour une Europe fédérale, c'est-à-dire qui permet une Europe politique. Je pense que c'est avec une Europe politique qu'on devrait s'en sortir, si je me trompe, pour améliorer le statut de l'Europe de demain. Alors, est-ce que nous sommes vraiment prêts à aller dans cette direction? Et je sais bien que le Parlement européen n'a pas la capacité de se prononcer pour, mais quel impact aurait une majorité du Parlement européen qui se prononcerait pour un système fédéral et une gouvernance politique? Alors, moi, de culture, je suis plutôt fédéraliste. Il ne vous aura pas échappé que dans ma vie antérieure, pas si lointaine, j'étais syndicaliste, et j'étais syndicaliste dans une organisation qui était plutôt fédéraliste, la Confédération française démocratique du travail. Donc je suis pour le fédéralisme, parce qu'effectivement, là où je vous rejoins, le fédéralisme, c'est le contraire de l'addition des intérêts particuliers. C'est là où nous sommes actuellement, et sur ça, ça a du mal à marcher. Mais néanmoins, je suis plutôt pour qu'on construise une Europe qui soit socialement harmonisée. Vous savez, dans les années 90, je manifestais déjà à Bruxelles pour l'Europe sociale. L'Europe sociale, c'est un peu comme le monstre du Loch Ness. Tout le monde en parle, personne ne l'a jamais vu. Et je pense qu'à un moment donné, mais parce que ce sont les traités, vous savez, quand l'Europe s'est construite, les États ont décidé entre eux quelle était la part de souveraineté qu'ils acceptaient de transférer au niveau européen et quelle est la part de souveraineté qu'ils ne voulaient absolument pas transférer au niveau européen. Et malheureusement, la politique des affaires sociales et de l'emploi n'est pas une compétence européenne. N'est pas une compétence européenne. Donc moi, je souhaiterais, pour éviter effectivement cette concurrence déloyale entre les travailleurs qui viennent de l'Est, du Nord, du Sud, faire un statut social harmonisé au niveau européen. Ça ne veut pas dire, par exemple, que tout le monde doit être à un SMIC de 1500, 1800 euros par mois, mais il faut qu'on se mette d'accord, par exemple, sur l'idée d'un SMIC européen. Et nous avons proposé, en début de mandature, de prendre comme référence 60% du salaire médian par pays. Ça nous a été refusé par le Conseil et par la Commission européenne. Et effectivement, nous n'avons pas le pouvoir de les obliger à le faire. Et je pense qu'il est temps, l'Europe commerciale, la libre circulation des biens des personnes, tout ça, c'est très bien, il faut poursuivre, mais ça donne quoi? Le résultat, de mon point de vue, regardez ce qui s'est passé avec le débat qui dure depuis plusieurs années sur le coût du travail en Europe. Ça a commencé par les lois Hartz en Allemagne. Pour effectivement que l'Allemagne puisse gagner en compétitivité, ils ont fait les mini-jobs, les mini-emplois, vous pouviez être payé à 1 euro, 2 euros de l'heure. Et après, comme chaque pays voulant aussi ne pas perdre la compétitivité vis-à-vis de l'Allemagne, ils ont tous fait la même politique. Tous fait la même politique. Ça a donné en France les lois El Khomri, et ça a donné dernièrement les lois Pénicaud. Il faut réduire le coût du travail en France. Et il faut réduire le coût du travail en Europe. On ne parle plus que de ça. Et en réalité, l'impact coût du travail sur un produit manufacturé, c'est au maximum 15%, allez, 20% sur les produits les plus technologiques. 15 à 20%. On ne parle que de ça. Et on ne parle pas de 80%.
le coût de l'énergie, le coût des matières premières, le coût fiscal, le coût des actionnaires, etc. On ne parle pas. Pourquoi? Parce que c'est tellement plus facile pour un gouvernement, quel qu'il soit, de faire voter une loi en disant on va geler les avancées sociales, on va faire des CDD, et en veux-tu, en voilà. Résultat des courses, aujourd'hui, l'ensemble des contrats de travail signés à travers toute l'Europe, c'est en moyenne entre 85 et 88% des CDD. Donc, plus de précarisation. Ça veut dire quoi? Et je ne veux pas non plus être... je veux dire, un anti-financier primaire, mais néanmoins, la différence qu'il y a entre le monde de l'économie d'aujourd'hui et celui d'il y a 50 ans en arrière, c'est qu'il y a 50 ans en arrière, lorsque un industriel, un investisseur faisait justement un investissement, c'est lui qui prenait le risque. Et il acceptait les règles de risque. Aujourd'hui, le monde de la finance veut zéro risque. Donc il faut bien que quelqu'un prenne le risque. Et bien ce risque-là, il est dilué sur le monde du travail. Voilà, moi je veux une Europe où le risque soit équitablement répartis en fonction des possibilités des uns des autres. Et là, aujourd'hui, les traités ne nous permettent pas. Donc, d'abord, construisons l'Europe sociale où on met le citoyen au cœur des débats et non pas uniquement l'économie. Et pour répondre à la question qui ne m'a pas été posée, je ne voterai pas pour l'accord avec Singapour. Sur la question du fédéralisme, si on regarde quels sont les... sur l'accroissement, enfin, la mise en commun de davantage de souveraineté, il faut voir que le fédéralisme a quand même de puissants adversaires, alors pas simplement des partis politiques, mais aussi sur toutes les questions d'augmentation du budget européen, ou toutes les questions de développement d'une Europe des transferts. Et il y a quand même beaucoup de forces politiques, y compris des forces gouvernementales, qui s'opposent à l'augmentation des budgets européens, donc à des transferts sociaux qui seraient à l'échelle européenne. Donc, alors ça peut être les pays qui ont des excédents commerciaux, par exemple. Ça peut être donc y puis y compris dans la tête des citoyens européens, l'envie de fédéralisme, quand on regarde ce qui se passe le 15 juillet dernier en France, avec une émotion subjective partagée, avec tout le monde qui descend dans la rue avec les couleurs nationales, etc., avec l'idée que effectivement seule l'émotion patriotique, qui est de longue date incorporée dans les têtes des citoyens français par alors les modes d'éducation divers et variés, mais ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes traversés par des émotions, des modes de construction intellectuelle qui ont été façonnés par notre éducation, notre État, et que l'ensemble des citoyens européens ne sont pas forcément et à un degré égal des partisans d'une Europe fédérale. Donc si on additionne à la fois les résistances dans les têtes et les résistances institutionnalisées dans les États qui justement limitent l'extension des budgets européens, ça fait beaucoup d'adversaires au fédéralisme. Je vous remercie déjà pour le débat, deux parlementaires expérimentés qui ont partagé leur expérience. Je voudrais d'abord faire un petit commentaire sur Alstom Siemens. Juste un petit rappel, c'est que vous avez fait référence à un Canadien. Le Canadien, c'est Bombardier. Bombardier a acquis des positions énormes en Europe. C'est un acteur européen. Quand on parle de concurrence, ça concerne aussi des usines qui sont basées à Valenciennes, qui sont héritières d'un grand groupe franco-belge. C'est aussi l'héritier d'un grand groupe suédo-suisse ou allemand avec AD Trans. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus se laisser berner par une communication de la part d'industriels qui plaident pour leur cause totalement égoïste. Je voudrais revenir quand même sur un sujet qui me semble très important. Et je pense que vous avez été assez épargné ce soir par rapport à la responsabilité en fait, des parlementaires de cette mandature. Parce que, quelque part, l'Europe, elle a quand même un gros manque de vision. Chacun, effectivement, peut plaider pour l'Europe sociale, pour rééquilibrer les traités, c'est une chose. Mais savoir qu'est-ce qu'on veut de l'Europe, à quoi elle sert, quelle est sa valeur ajoutée.
Quand on parle d'une grande coalition au sein du Parlement, je suis désolé, cette grande coalition, elle a avant tout un rôle institutionnel pour faire fonctionner la boutique, pour permettre la désignation des présidents des commissions. Donc ce n'est pas une grande coalition comparable à celle qu'on trouve en Allemagne, ou qu'on a pu trouver en Autriche, qui a tué un débat diplomatique. Le débat. Excusez-moi, il ne reste plus beaucoup de temps. Je me dépêche. Poser votre question. Merci. Excusez-moi. Je suis désolé, on est passé par le temps. Ok, qui n'ont pas la parole. Donc, le débat démocratique en Autriche a été tué par une grande coalition. Maintenant, ce qui arrive maintenant en Autriche, c'est la conséquence. Alors, le problème finalement de cette mandature, puisque, si je me souviens bien, le traité de Lisbonne est entré en application en 2008. Dedans, il y a un article 6 qui dit que la Commission européenne doit accéder à la Convention européenne des droits de l'homme. En ce qui concerne, ça implique de remettre au centre de la construction européenne quelque chose d'essentiel qui sont les droits de l'homme, la démocratie et la règle de droit. Vous avez fait quoi pendant 5 ans là-dessus? Et où sont les pays européens qui ne respectent pas la Convention des droits de l'homme? La France, elle est régulièrement mise en cause. Non, mais attendez, oui. Donc s'il est mis en cause, ça veut dire que quelqu'un ou quelque part, une institution, saisit le Conseil pour faire condamner la France, si elle ne respecte pas la Convention des droits de l'homme. Donnez-moi la preuve, regardez, on a mis du temps, on a même voté l'article 7 qui enclenche une sanction vis-à-vis de la Hongrie. Parce qu'effectivement, il y a atteinte à la liberté de la presse, la liberté d'organisation, etc., etc. Donc, à chaque fois qu'on perçoit un endroit en Europe qui ne respecte pas les droits de l'homme ou d'autres droits issus des traités, on agit. Mais encore une fois, lorsque le Parlement européen a le pouvoir d'agir. Et je peux vous assurer que, concernant les non-respects des conventions des droits de l'homme, moi qui ai siégé pendant 3 ans à la commission pétition, parce que ça aussi, c'est quelque chose que peu de citoyens connaissent. Il existe au Parlement européen ce qu'on appelle une commission des pétitions, où chaque citoyen peut venir, s'il voit là où il vit, dans l'espace européen, qu'un pays ne respecte pas telle ou telle modalité, soit d'un traité, soit d'un règlement, soit d'une directive, vous nous saisissez, nous convoquons la Commission européenne, on demande des comptes, puisque la Commission européenne elle est informée de cette pétition, elle demande des réponses à l'État incriminé, et si jamais il est avéré que le pays en question ne respecte pas effectivement un droit européen, il a 3 mois pour se mettre en conformité. Au bout de 3 mois, s'il ne l'a pas fait, il y a des sanctions financières énormes. Il y a quelques années en arrière, je peux vous assurer que la France a été lourdement sanctionnée sur le non-respect de la directive sur l'eau. Donc on bosse, je suis désolé, on bosse. Peut-être pas suffisamment, peut-être pas assez comme vous le souhaiteriez, mais je peux vous assurer qu'il y a du boulot qui est fait. Le problème, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est pas connu de l'extérieur. Un peu de vision. Si, moi j'ai une vision. Je ne suis pas candidat à la Commission européenne, mais si j'étais candidat à la Commission européenne, je dirais que je vous donnerais ma vision de l'Europe. Merci à tous, merci à nos invités, merci à notre public. On va vous inviter maintenant à poursuivre. On a une petite collation, je crois, dans l'entrée qui nous attend. Merci de votre attention. Messieurs les députés européens, Monsieur Martinez-Guilhem, Monsieur le professeur Juel, chers étudiants, mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir en ma qualité de secrétaire général, si nombreux ce soir à l'Association parlementaire européenne. Je tiens avant tout à excuser notre président, M. Herbert Dorfmann, qui est retenu par d'autres engagements, ne pourra se joindre à nous ce soir. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour débattre d'un sujet dont il est question à chaque échéance électorale, mais qui ressort de manière flagrante lors des élections européennes. Il s'agit de la faible mobilisation des citoyens, peu enclins à se déplacer aux urnes lorsqu'il s'agit d'élire les membres du Parlement européen. C'est avec le partenariat d'un groupe de travail d'étudiants du Master 2, études européennes et internationales, de l'Institut d'études politiques de Strasbourg,
que l'équipe de l'APE a préparé cette rencontre. Elle est le fruit d'un travail de recherche effectué par ce groupe d'étudiants visant à analyser l'impact sur les citoyens européens des campagnes de sensibilisation aux élections portées par le Parlement. Je remercie le groupe d'étudiants qui a travaillé sur cette question et dont les recherches pourront, je l'espère, mettre en lumière les enjeux liés aux techniques de mobilisation électorale. Je remercie les députés européens qui ont accepté de débattre sur ce sujet ce soir, M. Alain Lamassoure, ici présent, et M. Édouard Martin qui nous rejoindra un peu plus tard, ainsi que M. Luis Martinez-Guillen, directeur du bureau de liaison du Parlement européen, et M. Philippe Juin, maître de conférence à l'IEP de Strasbourg. Je tiens également à remercier pour leur engagement et à saluer la professeure Valérie Lossa, ainsi que M. Francisco Roy Bastos, maître de conférence du l'IEP de Strasbourg, qui ont encadré le groupe de travail. Nous sommes très heureux de voir d'année en année notre partenariat avec l'IEP de Strasbourg perdurer et ainsi permettre à la jeunesse de s'engager pour l'Europe en établissant un lien entre les décideurs politiques et le monde universitaire. Mesdames et messieurs, à l'issue de la conférence, vous êtes tous invités à poursuivre vos échanges de manière informelle durant le cocktail qui aura lieu au caveau de l'association. Je passe à présent la parole à Madame la professeure Valérie Dossac, responsable du Master 2 Politique européenne de l'IEP de Strasbourg. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci. Bonsoir. Je voulais tout d'abord vous dire que j'étais ravie de voir une assemblée aussi fournie pour ce débat, pour les élections européennes. Finalement, ça intéresse du monde. Je voulais aussi effectivement m'associer à ça pour remercier. Alors mes remerciements seront brefs et collectifs, puisque Johan Jacquet, qui va me suivre, va également adresser un certain nombre de remerciements. Donc, en gros, je remercie toutes les personnes qui ont participé, contribué de diverses manières à ce que cette soirée ait lieu. Donc, effectivement, l'APE qui nous accueille depuis déjà quelques années, avec laquelle nous n'avons pas encore une véritable tradition de partenariat, mais c'est en train de se construire. Et nous sommes ravis d'être à nouveau là ce soir. Bien entendu également aussi les intervenants qui, je l'espère, vont nous offrir un débat animé. Et puis, au premier chef, les étudiants et étudiantes donc, du Master Études européennes et internationales que je dirige. Donc comme cela a déjà été souligné, cette séance ce soir, elle s'inscrit dans un travail de plus long terme, un travail donc mené par un groupe d'étudiants et d'étudiantes qui ont, par le biais d'une série d'investigations, donc réfléchi à la question des élections européennes, mais aussi à la manière dont on peut intéresser les citoyens et les citoyennes à ces élections. Donc cette soirée, en quelque sorte, elle clôt leur travail, elle permet aussi de lui donner une visibilité. Et donc je les remercie pour leur engagement et leur investissement dans le master. Bonne soirée. Encore faire des remerciements. Alors en tant que président de l'association du Master Études européennes et internationales de Sciences Po Strasbourg, au nom du groupe de travail auquel j'ai participé avec mes camarades cette année, je tenais tout d'abord à vous remercier d'être venus si nombreux ce soir pour participer à notre conférence sur la mobilisation des électeurs pour les prochaines élections européennes. Je voulais évidemment aussi remercier l'association parlementaire européenne et son secrétaire général, M. Plad, de nous accueillir ce soir. Et également merci à Fiona Gerg et Matteo Angeli de l'association parlementaire européenne qui nous ont aussi aidés, qui vont collaborer avec nous pour rendre cette soirée possible. Et également merci surtout à nos invités d'avoir accepté de participer ce soir à cet événement.
Nous sommes en effet très heureux de vous accueillir, monsieur le député, monsieur Martin qui va arriver, monsieur le directeur du bureau de liaison du Parlement à Strasbourg, et monsieur Juel, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'Université de Strasbourg. Alors, juste un petit mot avant de commencer cette conférence et pour répondre à certaines critiques qui nous ont été adressées. Je voulais rappeler que de nombreux universitaires, journalistes, parlementaires européens ont été invités à participer ce soir. Malheureusement, aucune femme n'a accepté, n'a pu participer, malgré nos relances. Nous comprenons et nous nous associons totalement au regret qui a pu être celui de certaines et certains d'entre vous quant à l'absence de femmes à ce débat. Alors, on a décidé cependant de maintenir l'événement, évidemment, ne serait-ce par respect pour ceux qui ont répondu positivement, que nous remercions encore vivement pour leur présence. Les étudiantes et les étudiants du Master études européennes et internationales de Sciences Po Strasbourg, ainsi que notre association, sont fortement attachés à la parité, au principe d'égalité entre les hommes et les femmes et à la visibilité des femmes. Aussi, nous souhaitons nous excuser auprès de celles et ceux qui ont pu être choqués par l'absence de personnalité féminine à ce débat. Maintenant, je vais donner la parole à mes camarades, Victoire Trancard et Alexandre Leonardi, qui va nous présenter synthétiquement quelques résultats de notre travail sur la mobilisation, les stratégies de mobilisation envers les électeurs pour les prochaines élections. Je vous remercie.